Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous conter la véritable histoire de Conjuring 2, le cas Enfield. Dans la banlieue de Londres se trouve la ville d'Enfield. Dès 1977, elle a été le théâtre de phénomènes paranormaux. En effet, des cas de poltergeist ont été recensés chez l'un de ses habitants. Ce terme de poltergeist est apparu dans le courant du XVIe siècle dans le nouveau dictionnaire d'Erasmus Albertus. Il a été employé pour la première fois par Martin Luther durant la Réforme protestante pour désigner des événements qui, selon les croyances populaires de l'époque, seraient provoqués par des esprits ou par le diable lui-même. Le cas Enfield est certainement le cas de poltergeist le plus troublant n'ayant jamais existé. L'histoire est la suivante et celle-ci est malheureusement vraie. En 1977, dans la banlieue nord de Londres, une famille vivait dans une petite maison située au 284 Green Street. Celle-ci était composée de 4 enfants, dont Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Le 31 août de cette même année, vers 21 h, un crissement étrange s'éleva du plancher de la chambre qu'occupaient Johnny et sa sœur Janet. Les deux enfants se redressèrent brusquement dans leur lit. Quand leur mère, qui avait entendu le même bruit, alluma la lumière de leur chambre, elle les trouva très excités. La veille, ils avaient essayé de lui faire croire que leur lit bougeait tout seul, et maintenant c'était une chaise qu'ils accusaient. Peggy soupira, elle éteignit les lumières et s'apprêtait à regagner sa chambre quand soudain, il lui sembla entendre un glissement furtif. C'était un bruit étrange comme un frottement sur le plancher. Soudain, 4 coups retentirent qui semblaient provenir des murs et de la commode qui était placée juste à côté de la porte de la chambre des enfants. Elle commença alors à glisser lentement sur le parquet, s'éloignant du mur en oscillant. Les enfants étaient brusquement devenus silencieux. Intriguée, Peggy replaça la commode dans la position initiale dans laquelle elle était, mais le lourd meuble de chêne recommença à glisser vers la porte inexplicablement. Elle essaya une nouvelle fois de le remettre à sa place, mais il semblait maintenant sous l'emprise d'une force incroyable et elle ne put le bouger. Soudain, Peggy sentit la peur monter en elle et d'une voix tremblante, elle ordonna aux enfants de descendre immédiatement au salon. Après une courte réflexion, Peggy alla voir ses voisins pour leur demander de l'aide. Elle expliqua le récit de ce qui venait de se passer chez elle, en les suppliant de venir inspecter sa maison. Ils accédèrent à sa demande. Ils fouillèrent les lieux, quand de petits coups secs commencèrent à résonner dans les murs et que tous entendirent. Ils avaient l'impression que quelqu'un se trouvait enfermé dans les parois et qu'ils essayaient désespérément d'en sortir. Étrangement, quand ils changeaient de pièce, ces bruits semblaient les suivre et en écoutant attentivement, ils avaient l'impression que quelqu'un se trouvait enfermé dans les parois et essayait d'en sortir. Bien évidemment, personne ne comprenait ce qui s'est passé. Alors, à 23 h, Peggy décida d'appeler la police. Quelques instants plus tard, une patrouille se garait devant chez elle. Elle expliqua à nouveau ce qui s'était passé chez elle, puis les policiers, perplexes, décidèrent d'entrer dans la maison. La maison semblait tout à fait calme, quand soudain, 4 coups s'élevèrent des murs et l'un des fauteuils de la salle à manger se mit à glisser lentement sur le sol. D'après les estimations des policiers, le fauteuil était déplacé d'environ 1 mètre et bien qu'il laissait penser à un quelconque subterfuge, les deux agents prirent congé à minuit passé, expliquant qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus. Si quelque chose d'invisible enfreignait les lois de la nature, c'était du ressort des scientifiques et non du leur. Cette nuit-là, aucun membre de la famille ne voulut redormir au premier étage. Ils installèrent un campement de fortune dans leur salon, mais, durant la nuit, d'autres phénomènes encore plus impressionnants se produisirent. Il y avait de nombreux Legos qui se trouvaient au sol, des jouets des enfants. Ceux-là se mirent à voler dans les pièces et se jeter contre les murs, rebondissant contre cela et ensuite s'éjecter dans la pièce, un peu partout. Cela fit très peur à la famille qui alla de nouveau chercher leurs voisins et ce fut ainsi que commença le poltergeist le plus impressionnant de l'histoire. Par la suite, la famille fit appel aux journalistes qui ouvrirent une enquête faisant appel à un enquêteur sous le nom de Maurice Gross. Ce fut pour lui la première vraie enquête sur le terrain. Donc au cours des mois qui suivirent, l'équipe de Gross et la famille Hodgson affirmèrent avoir pu constater des manifestations, dont des déplacements d'objets divers, donc avec des meubles, des canapés, des tables, des commodes et des lits, des bruits variés, des coups frappés sur les murs dont l'origine ne pourrait être trouvée, des bruits de pas, des sifflements, des aboiements de chiens alors que la famille n'en possédait aucun, des écritures spontanées, des graffitis sur les murs, des messages griffonnés sur des feuilles de papier, de la pyrokinèse, allumettes prenant spontanément feu,
des destructions d'appareils électriques, des apparitions, des agressions physiques. Le poltergeist s'en est pris physiquement aux enfants en les pinçant, les piquant comme avec une aiguille, les tirant hors de leur lit ou les soulevant dans les airs pendant la nuit. En une occasion, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair furent appelés à l'aide de Margaret qui semblait être tirée vers le haut par les pieds et les enquêteurs ne purent la faire bouger malgré leurs efforts. Des cas de possession comme les deux sœurs Janet et Margaret qui semblaient être alors rentrées en transe, qui s'exprimaient avec une voix grave et éraillée comme vous allez pouvoir l'entendre maintenant. I'm 72 years old. I come from Durham graveyard, and I have right near the church where Rena lives. And all my friends come from there as well. And we all make a game and go to the pub, and then we pick your house. Because I used to live here, and I will tell you some more, and if you don't tell anyone else, just set Mr. Hook and Mr. Playback. Ceci n'est bien sûr qu'une infime partie des enregistrements afin de vous prouver les faits qui ont été révélés. Par la suite, de nombreux autres spécialistes, médiums et le célèbre couple d'enquêteurs américains Ed et Lorraine Warren passèrent eux aussi quelques jours à Enfield afin d'essayer de résoudre le problème qui hantait la famille Hodgson. Les principaux phénomènes se passaient en présence de Janet ou Margaret. Elles étaient les cibles principales des attaques physiques du poltergeist ainsi que des possessions. Pour le couple d'enquêteurs Ed et Lorraine Warren, l'ensemble de l'affaire n'était pas le fruit d'un poltergeist, mais d'une possession démoniaque. Les possessions étant le cheval de bataille des Warren, Ed Warren affirmait avoir pu observer Janet léviter au-dessus de son lit alors qu'elle était endormie. L'attitude du couple Warren a cependant été très critiquée. Playfair leur reprochait ainsi de n'avoir passé aucune unique journée sur place à Enfield et d'avoir été visiblement plus motivés par la façon dont ils pouvaient retirer de l'argent de cette affaire que par la quête de vérité. C'est donc ainsi que se termine la véritable histoire du film Conjuring 2, le cas Enfield. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, autrement celle-ci viendra chez vous ce soir.